plusieurs années, qui définit donc concrètement le caractère juif de l'État hébreu. Alors est-ce que cette définition se fait au détriment, on dépend de la minorité arabe et des normes démocratiques? On vous pose la question ce soir. Bonsoir Emmanuel Naval, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Vous faites partie de ce think tank qui a défini les termes de cette loi. Philippe Velila, bonsoir. Vous êtes politologue et auteur de l'ouvrage Israël et ses conflits, des querelles et des rêves. Bon, il y a plus de querelles que de rêves dans cette loi. Pour vous, est-ce qu'elle est raciste, antidémocratique, comme le disent certains membres de l'opposition israélienne? D'abord, je dirais qu'elle est inutile. L'État juif existe en droit et en fait avant même la création de l'État. Le 22 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies crée un État arabe et un État juif. Le 14 mai 1948, déclaration d'indépendance, on parle d'État juif. Et depuis cette date, des dizaines et des dizaines de lois et des dizaines de décisions de la Cour suprême, qui n'a pas que des défauts, ont repris l'expression État juif en y ajoutant très souvent et démocratique. Donc État juif et démocratique. Et puis je dirais que l'État existe aussi en fait. Lorsque le drapeau est celui du châle de prière du Talit, aux couleurs du Talit, avec la Magen David, l'étoile de David, lorsque l'hymne national fait référence à être libre sur notre terre, la terre de Sion, Jérusalem, lorsque les leftos comme moi écoutent à la radio nationale, l'équivalent de France Inter, je dis ça pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, entendent le Shema Israël, la prière juive la plus importante, dès 6 heures du matin, nous sommes dans un État juif. Je dirais d'ailleurs de façon très pragmatique, si ça n'était pas un État juif, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. Nous sommes là parce que c'est un État juif, un État qui a une minorité, mais tous les États ont des minorités. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas besoin de cette loi. Je dirais après avoir laissé la place à... C'est ça. Pourquoi le besoin de préciser ce qui est une évidence, selon Philippe Velila? Alors, le besoin, il est très simple. D'abord, Israël est un État-nation de fait, comme vous l'avez dit, de fait, et le droit à l'autodétermination a été reconnu comme un droit universel par la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Les Nations Unies, entre parenthèses, n'ont pas créé l'État d'Israël. C'est un mythe, puisque le vote de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947 n'a fait que recommander un partage de la Palestine mandataire entre un État juif et un État arabe, vote qui n'a jamais été mis en application. Mais le fait est que la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël dit que nous déclarons par la présence l'établissement d'un État juif. Donc effectivement, la déclaration d'indépendance le dit. Sauf que la Cour suprême elle-même, en 1948, dans un arrêt de la Cour suprême, a déclaré que la déclaration d'indépendance n'avait pas de valeur constitutionnelle. Et Israël, malheureusement, n'a pas de constitution écrite. Or, que font les constitutions en général? Elles font 3 choses. Elles définissent l'identité de l'État, elles définissent la séparation des pouvoirs, et elles protègent les minorités. Israël n'a pas de constitution, mais Israël a des lois fondamentales. Elle a des lois fondamentales qui définissent la séparation des pouvoirs, elle a des lois fondamentales qui protègent les droits des minorités, mais elle n'a pas de loi fondamentale qui définit l'identité de l'État. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que ces 20 dernières années, nous avons en Israël un activisme juridique de la Cour suprême qui a étendu ses pouvoirs de façon disproportionnée, qui est saisi par des organisations non gouvernementales pour annuler des lois qui ont trait, entre autres, à l'identité juive de l'État. Lesquelles, par exemple? Eh bien, par exemple, en 2006 et en 2012, il y a eu deux pourvois en cassation pour annuler la loi sur la citoyenneté. Et ces pourvois ont été rejetés à une voix près de 6 contre 5. Donc une toute petite minorité. Il y a eu également des décisions de la Cour suprême en 1989 qui dit qu'un juif ne veut pas acheter une maison dans un village bédouin. Et en 2000, la Cour a décidé qu'en revanche, un arabe peut acheter une maison dans un village créé par l'agence juive. Donc tout ça pour dire que demain, on pourra très bien aller à la Cour suprême et dire qu'il faut annuler la loi du retour qui peut être considérée comme discriminatoire vis-à-vis de la minorité arabe ou inégalitaire. Et par conséquent, il n'y a pas de base constitutionnelle pour rejeter ce genre de pourvoi en cassation. C'est ça le but de la loi. Le but de la loi, c'est de protéger les lois qui ont trait au fait que Israël est un État-nation et qui demain pourrait être annulé par cette Cour qui est devenue activiste les 2 dernières décennies et qui est saisie sans arrêt par des organisations non gouvernementales. Alors, elle protège la communauté juive, mais est-ce que ça se fait au détriment de la minorité arabe qui représente plus de 20% de la population en Israël? Oui, parce que moi, ce que je voudrais dire, c'est que je félicite le professeur Navarro pour son savoir juridique, mais ça n'est pas la raison pour laquelle cette loi
a fait l'objet de débats. On le sait, nous sommes dans une période préélectorale et le débat se situe pour l'instant à l'intérieur de la droite israélienne, notamment entre le parti Likoud et le parti Abayit HaYehoudi, et même au sein du Likoud, en vue des primaires. Si ça restait d'ailleurs dans le cadre des partis, de la presse, des débats télévisés, ce serait très bien. Mais un Parlement, ça n'est pas fait pour ça. Un Parlement, c'est fait pour des débats sérieux. C'est pour voter des lois qui expriment l'intérêt général, qui n'est jamais égal à la somme des intérêts particuliers. Et effectivement, cette loi discrimine la minorité arabe. Jusqu'à présent, l'arabe et l'hébreu, sans que ce soit officiel, tout à fait, étaient deux langues pratiquées dans l'État. Aujourd'hui, on dit l'hébreu simplement. Et on reconnaît un statut spécial à l'arabe. Et on reconnaît un statut spécial à l'arabe. Mais moi, je dirais, c'est plus grave que ça. C'est ça l'urgence du jour, que des députés s'étripent devant les caméras, à l'heure où des dizaines de cerfs-volants mettent le feu dans les champs du sud du pays, à l'heure où des roquettes tombent sur des centres urbains, à Ashkelon et ailleurs, à l'heure où on sait que dans le nord, Israël court un danger tout à fait évident. C'est ça l'urgence du jour ? Il y avait des menaces plus existentielles. Il y a deux choses, il faut distinguer là deux choses. D'abord, sur le statut des langues, il faut être très précis là-dessus. L'arabe n'a jamais été une langue officielle en Israël. D'accord ? C'est pour la première fois que cette loi dit l'hébreu est la langue officielle du pays et l'arabe a un statut spécial. Un statut spécial protégé, qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et cela est le cas dans quasiment tous les États-nations dans le monde, dont en Europe. Je vous rappelle que la Constitution française de la Ve République, article 2, dit que le français est la langue officielle de la République. Et l'article 75, alinéa 2, reconnaît aux dialectes qui existent en France, qu'ils appartiennent au patrimoine de la France. Mais ils n'ont pas de statut protégé, contrairement à la langue arabe dans la loi fondamentale d'Israël. Donc la loi fondamentale d'Israël va plus loin pour protéger la langue de la minorité arabe que la plupart des constitutions en Europe. Deuxième sujet, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, donc il ne faut pas traiter d'autres problèmes. Un État, un gouvernement et un Parlement, ça traite de tous les sujets qui sont à l'ordre du jour. Il y a des problèmes sécuritaires, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement geler l'État sur des problèmes qui sont également des problèmes qu'il faut traiter. C'est pas une opération de communication quand finalement ça ne va pas changer grand-chose sur le terrain. Mais c'est faux. C'est vrai que Philippe Velila ça va parlait changer justement. Cette loi a un but, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ça fait 10 ans qu'elle est discutée. Ça fait 10 ans, c'est pas un sujet nouveau. Ça fait 10 ans qu'elle est négociée, discutée, justement, comme je l'ai dit, à la suite de l'activisme juridique de la Cour suprême qui menace aujourd'hui d'autres lois qui sont liées au fait qu'Israël est un État-nation. Donc cette loi a un but, elle est discutée et débattue depuis plus de 10 ans. Alors, à propos de la langue, effectivement, l'arabe n'était pas une langue officielle, pas plus que l'hébreu d'ailleurs, il n'y avait pas de définition, ça ne dérangeait personne. C'est la critique principale que je ferai à cette loi. Elle crée des dissensions à l'heure où le pays doit rester uni. Le rôle d'un gouvernement et le rôle du chef de gouvernement, ça n'est pas de diviser, c'est de rassembler, surtout dans cette période. Je voudrais insister sur un point. Les Druzes et les Tcherkesses, qui sont des minorités très sionistes, il faut savoir que, par exemple, le général qui coordonne l'activité dans les territoires aujourd'hui est un Druze. Donc un poste extrêmement sensible. Ils ont déclaré que cette loi allait les déranger parce qu'ils avaient des problèmes de construction dans leur village et que donner la priorité à ce que dit la loi, à savoir la colonisation juive, à savoir l'expansion, le développement des implantations juives, allait les déranger. Moi, je trouve que cette loi, on aurait pu s'en passer. Effectivement, ça fait 10 ans que ça traîne. On le sait, on est dans une période électorale. Il y a beaucoup de lois qui arrivent aujourd'hui sur la table de la Knesset. C'est un débat à l'intérieur de la droite. J'aurais préféré que ça reste un débat à l'intérieur des partis. On en fait un sujet de polémique, alors qu'il y a bien mieux à faire. Un mot sur justement le développement des implantations juives. Il faut dire qu'il y avait une première clause au début qui était plus polémique. Vous nous disiez à l'époque sur notre plateau, mal comprise. Là, c'est clair. Quel est l'objectif? Est-ce que ce n'est pas, comme dit Philippe Velila, un article de cette loi qui peut justement prêter à confusion d'un point de vue et démocratique. Cet article a été retiré. Et cet article 7b a été retiré. Et cet article a été mal interprété, ou de bonne ou de mauvaise foi. Les gens disaient, c'est un article qui dit que seuls les juifs ont droit de s'installer, de créer des villages communautaires. Alors dire qu'il faut favoriser une implantation juive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État voit dans une voie avec importance et valeur le fait de créer des villages juifs. D'ailleurs, c'est pas le mot en hébreu ne signifie pas véritablement implantation comme on dit en français. En général, quand on dit implantation en français, c'est au-delà de la ligne verte, ce que ne dit pas du tout le texte de loi. Le texte de loi, encore une fois, dit que le gouvernement
favorise et voit avec importance la création de villages juifs dans le pays. Mais c'est un message qui peut être clivant dans le contexte actuel. Évidemment, parler de villages juifs. C'est pas une question de message. C'est encore une fois un article qui a été introduit à la suite justement de la décision de la Cour suprême Kaadan en 2000. En disant que d'un côté, comme elle avait dit en 89, un juif ne peut pas acheter dans un village bédouin, mais en revanche, un arabe peut acheter dans un village qui a été créé par l'agent juif. Donc, en fait, cet article était là pour niveler justement. L'article à l'origine disait que des communautés ethniques et religieuses pourront créer leur propre village. Donc, cela s'appliquait à tout le monde. Les gens disaient, c'est uniquement pour les juifs. Faux, ça n'était pas uniquement pour les juifs. Bon, de toute façon, l'article a été retiré puisqu'il était controversé. Il n'est plus dans le texte de loi. Il y a un autre article qui le remplace qui dit « L'État considère que le développement des implantations juives relève de l'intérêt national et que l'État prendra les mesures pour encourager, faire avancer, servir ce projet. » Moi, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui s'opposent à cette loi ne sont pas des gauchistes. Quand j'entends le général Elazar Stern, qui est député Yachatid, qui déclare que c'est une insulte à nos frères druzes et bédouins qui servent à nos côtés dans l'armée. Lorsque j'entends le président de l'État, Reuven Rivlin, dire quelque chose d'un peu comparable, lorsque j'entends quelqu'un comme Benny Begin, qui n'est pas un gauchiste, qui est bien le fils de son père, lorsque j'entends d'autres dirigeants du Likoud, je me dis que finalement, il y a bien quelque chose de dangereux dans cette loi. C'est le principal reproche que je ferai au gouvernement aujourd'hui. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont repris une tactique mitterrandiste. Mitterrand disait toujours il faut antagoniser, c'est-à-dire créer des conflits entre droite et gauche, même au moment où ça n'est pas nécessaire. Et donc on est dans cette situation, c'était pas le moment. Je remarque que cette loi intervient, comme vous le dites très bien, sur la base d'attaque de la Cour suprême, le jour même où nous recevons le président Orban dans le pays. Nous sommes dans une phase populiste de la vie politique israélienne, je pèse mes mots, et je crois que nous n'avons pas besoin de cela. Je crois que nous sommes face à des dangers existentiels, qu'il faut s'y consacrer, et pour cela, il ne faut pas diviser, il faut rassembler. Un dernier mot ? Vous remarquerez que je n'ai pas du tout utilisé le mot de gauchiste. Je ne juge personne, simplement, moi je juge uniquement sur les faits, sur le fond, et je ne juge pas la loi en fonction de ce que pense telle ou telle personne. Mais encore une fois, oui, c'est bien de dire qu'il faut unifier, mais au bout du compte, dans une démocratie, il faut aussi trancher. Et c'est pour ça qu'il y a des débats à la Knesset. Il y a des sujets qui sont effectivement qui ne sont pas consensuels et dans lesquels parfois il faut trancher. C'est ça aussi le rôle d'un Parlement et de la démocratie. Et cette loi, comme je l'ai dit, elle a été débattue pendant 10 ans, elle a fini par être tranchée. Il y a effectivement un problème de populisme dans la politique israélienne, mais pas seulement en Israël, c'est un phénomène qui existe dans d'autres pays. Mais ça, cela ne retire en rien le mérite de cette loi, en dépit du phénomène du populisme, en dépit du fait qu'effectivement elle n'est pas consensuelle. Mais c'est ça aussi la démocratie, parfois il faut trancher. Je vous rappelle, dernier mot, que la loi sur la liberté humaine en 1992 a été votée par 32 députés. Donc n'oublions pas cela non plus. Voilà, et nous en tout cas qui même vote et continue de susciter le débat. Merci d'avoir débattu sur notre plateau.